Donc merci Catherine Bourguin de nous rejoindre ce matin. Vous êtes généticienne, chargée de recherche à l'INSERM et vous participez aussi au comité éthique de l'INSERM. Alors l'INSERM, je précise juste, hein, j'ai mis un peu de temps à comprendre, ils ont un comité d'évaluation éthique et un comité éthique. Donc peut-être que vous reviendrez sur la différence entre les deux. Vous êtes chercheuse au CERMES 3 et vous êtes très impliquée aussi sur les questions de recherche participative. Alors c'est vrai que j'en profite pour dire que nous, dans le cadre de l'Université de Lyon et de cette plateforme sur l'éthique, pour nous, ça nous semble aussi un enjeu essentiel de réfléchir sur les rapports entre sciences et société. Donc, vous participez à l'association Fondation pour des sciences citoyennes, donc qui est effectivement une des manières de faire. On a parlé de l'open science, des questions liées à la démocratie représentative ou participative, et on va vraiment développer ces enjeux cet après-midi et demain dans le cadre de ces journées. Vous allez intervenir plus particulièrement sur les enjeux éthiques que posent aujourd'hui les biotechnologies, en particulier la génomique. Vous avez publié récemment une tribune dans le Figaro avec d'autres chercheurs pour nous alerter sur un certain nombre de problèmes graves qui, en fait, sont liés à ces développements technoscientifiques. Merci pour cette introduction. Alors, d'abord, je voulais remercier Stéphanie parce que cette première conférence a permis de poser très largement des enjeux. Pour ma part, je vais avoir un point de vue beaucoup plus précis, circonstancié sur un cas d'école particulier, mais qui, à de multiples égards, permettra de mettre en perspective et de discuter certains des éléments qui ont été présentés dans la première conférence. Et puis par ailleurs, donc, je ne vais pas parler de recherche participative directement dans ce contexte-là, mais bien évidemment, je suis prête à échanger sur ces questions, puisque le point que j'ai choisi de travailler dans cette conférence, c'est la question de la génomique à l'heure de la médecine personnalisée. Et il m'a semblé important de commencer très rapidement à partir de l'histoire de la génétique médicale ou de la génétique clinique, puisque c'est une discipline qui a pris son essor après la Seconde Guerre mondiale en prenant progressivement ses distances avec la science dite eugéniste et une évolution qui s'est fait graduellement selon les pays, selon les évolutions technologiques, dans une allocution que le généticien et psychiatre Lionel Penrose a faite en 1946, alors qu'il devenait directeur du plus gros labo historiquement d'eugénique britannique à Londres, le Galton Laboratory, est intéressante en ce qu'elle montre que l'enjeu à l'époque, quand l'eugénique se transforme en génétique médicale, c'est de prendre ses distances avec des usages autoritaires et centralisés de la génétique pour privilégier des formes de conseils ciblés auprès des familles et des individus, notamment dans leurs projets reproductifs. Alors je voulais commencer par ça parce qu'il me semble que c'est important d'avoir en tête cette idée que la génétique, d'un point de vue médical, s'est développée vraiment au plus près des malades, au plus près des familles, dans des situations de maladies rares, mais qui présentaient des formes familiales. Et en France, par exemple, c'est dans les services de pédiatrie, comme à l'hôpital Necker, que la génétique clinique et médicale a véritablement pris son envol. Alors il y a eu ensuite, l'arrivée d'outils issus de la biologie, avec les cultures cellulaires, les techniques de cytologie à partir de la fin des années 50, et puis ensuite les outils du génie génétique au tournant des années 80, et donc l'intérêt de plus en plus possiblement porté sur des mutations. Mais encore une fois, quand ces outils arrivent, ils arrivent dans un contexte, dans un univers professionnel qui est largement médicalisé, où les questions biologiques et génétiques viennent s'interpénétrer avec les enjeux autour de la clinique et de l'histoire familiale. Donc du coup, pour poursuivre sur les enjeux de régulation, tout le cadre légal et régulatoire au sens large qui encadre la génétique en France a été pensé autour de ces formes-là de génétique, avec d'une part des cliniciens, des médecins qui jouissent d'une grande liberté de prescription des tests génétiques,
avec en regard une régulation sur les professionnels qui sont en charge de ces analyses, qui sont soumis à un régime d'autorisation. Donc autorisation pour les professionnels, autorisation pour les lieux où les tests sont réalisés. Les tests, mais du point de vue biologique. Et puis à l'autre bout de la chaîne, la loi impose un principe d'information préalable des personnes et du recueil des consentements quand on procède à un test génétique. Il y a une protection des données qui est particulièrement forte pour les données biologiques, et puis une interdiction assortie de sanctions pénales de tout usage des données génétiques en dehors de cadres très précisément, en tout cas strictement définis par la loi. Et d'ailleurs, à ce titre, on parle souvent, pour parler des données génétiques qui sont aussi des données biologiques, d'une forme d'exceptionnalisme de la donnée génétique. J'ai parlé du cas français. Évidemment, le cadre de régulation n'est pas le même dans tous les pays du monde. Et j'insisterai juste très rapidement sur le cas américain, puisque bien évidemment, dans le cas américain, les professionnels et l'État sont également impliqués dans la régulation du champ de la génétique. Mais la spécificité américaine, c'est que très tôt dans l'histoire des tests génétiques, le marché, et là j'entends aussi bien les industries que potentiellement les consommateurs, ont pris une place importante qui découle en particulier des modifications introduites dans les droits de propriété intellectuelle au début des années 80, avec une ouverture particulièrement précoce des brevets sur le vivant, et la possibilité pour les institutions de recherche qui reçoivent des financements publics de déposer des brevets. Donc tout ça a largement contribué à stimuler l'investissement privé dans les biotechnologies, et le cas, l'exemple type de ça, c'est celui de cette société, donc Myriad Genetics, qui a longtemps eu le monopole sur tout le territoire américain de la réalisation des tests génétiques de susceptibilité, de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire. Voilà, donc ça c'était pour insister sur l'importance de ces acteurs privés mus principalement par des considérations économiques. Donc après cette mise un petit peu en contexte de la situation, je dirais quasiment historique de la génétique clinique, je vais arriver à donc cette nouvelle génomique qui donc a trouvé place dans le sillage du projet Génome Humain dont il a été rapidement question tout à l'heure, et qui parce qu'elle mobilise simultanément une dimension scientifique à la fois largement exploratoire et en même temps un ancrage extrêmement prononcé dans la technologie, met en mouvement toute une série d'acteurs différents de ceux qui sont ou étaient en mouvement dans le champ de la génétique dont je viens de parler. Alors par exemple, de plus en plus de personnes qui ont affaire avec cette nouvelle génomique n'ont peu ou pas de lien avec la pratique clinique médicale. C'est quelque chose à garder en tête. De nouvelles formes de savoir orientées vers les technologies, vers la prise en charge et l'analyse des données qu'elles génèrent, se révèlent nécessaires pour accompagner ces développements. C'est notamment le cas de disciplines comme les biostatistiques ou la bioinformatique. Et par ailleurs, de gros consortiums internationaux se constituent autour de ces technologies et de leur potentialité, et qui conduisent à la mise en place de grandes bases de données en libre accès pour la plupart aux communautés scientifiques. Et donc finalement, avec cette nouvelle génomique, le monde des professionnels qui sont concernés par l'ADN, par sa caractérisation, par l'analyse de ses effets, s'est extrêmement étendu, extrêmement complexifié. Et il réunit un grand nombre d'acteurs qui proviennent d'horizons différents et qui sont pour la plupart bien éloignés du souci de la clinique et du souci des histoires familiales qui a été, je l'ai déjà dit, si central à la génétique clinique. Et ces nouveaux acteurs sont au contraire intéressés à diversifier, à sortir la génétique de ce cadre. Alors de fait, dans le cas de la génétique humaine, les recherches sont largement sorties du domaine des maladies rares dans lesquelles la génétique a été longtemps... pas réduite, c'est pas ça très négatif, mais en tout cas à concentrer ses efforts pour s'intéresser alors à toutes les maladies quasiment présentant une forme de concentration dans certaines familles, donc c'est-à-dire toutes les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes, les maladies psychiatriques et toutes celles que je ne cite pas.
Donc une première extension du champ de la génomique médicale. La deuxième à avoir en tête, c'est qu'en parallèle, les analyses biologiques des tumeurs, donc en cancérologie, intègrent de plus en plus une composante génétique qui, cette fois, est orientée vers l'ADN des tumeurs. On parle aussi des fois d'ADN somatique. Et là, c'est important d'avoir cette distinction en tête, puisque cette fois, on ne s'intéresse plus à l'ADN dit constitutionnel, qui est l'ADN présent dans les premières cellules d'un individu et par division successive dans toutes les cellules de son corps, évidemment aux modifications ponctuelles près. Et donc cet ADN constitutionnel, c'est la cible des analyses génétiques de façon historique. Et reste encore largement la cible de la génétique d'aujourd'hui. Alors, ces évolutions d'objets et d'acteurs mobilisés autour de l'ADN dépassent complètement le champ scientifique et médical, puisque les acteurs industriels et privés sont également concernés. Alors d'abord, il y a une industrie des équipements technologiques et de la diffusion qui a pris une ampleur grandissante, au point de devenir un moteur de premier plan à la fois dans les changements des pratiques et de leur diffusion. Donc cette entrée par l'industrie de l'instrumentalisation est vraiment importante. Et cette industrie de l'instrumentalisation va de pair avec tout un univers de firmes et de start-up organisés autour de l'industrie de l'interprétation des données génétiques et la mise en relation entre données de nature différente. Et troisièmement, mais c'est certainement là le plus important, avec la génétique clinique, l'industrie pharmaceutique a pris une ampleur nouvelle dans tous ces développements. Avec la génétique clinique, les industries pharmaceutiques ont eu une attitude qu'on pourrait qualifier de soutien bienveillant, qui passait par exemple par des investissements. Myriad Genetics, dont je viens de parler, a été largement financé à ses débuts par un gros laboratoire américain de pharmaceutique. Mais avec l'événement de ce que d'ailleurs l'industrie elle-même a qualifié de médecine personnalisée, ou encore médecine de précision ou médecine génomique, la génomique, et c'est un point important, devient un point de passage hautement stratégique pour ces industries. Depuis quelques années déjà, ces industries traversent une crise de l'innovation qui se caractérise à la fois par la difficulté à faire entrer sur le marché de nouvelles molécules, et l'arrivée à échéance de nombreux brevets qui portaient sur des médicaments blockbusters. Et parmi les stratégies de réponse envisagées à cette crise de l'innovation, il y a celle qui consiste à définir de nouvelles catégories de patients à partir d'analyses biologiques et en particulier d'analyses génétiques. Et d'une certaine façon, il s'agit, pour optimiser les réponses au traitement, d'associer à la fois développement des molécules et définition des populations cibles identifiées par les tests génétiques. Ces tests deviennent donc indissociables des médicaments depuis l'autorisation de mise sur le marché jusqu'à la prescription du médicament. Donc, c'est pour ça que j'insistais sur la centralité nouvelle que prend la génétique pour l'industrie pharmaceutique. Et enfin, dans le cas français, depuis les années 90, l'État est un acteur important des développements de la génomique, notamment par des investissements dans les plateformes de séquençage, comme le grand centre de Génopole à Évry. Mais depuis quelques années, les formes de ces investissements de l'État ont évolué depuis un soutien aux infrastructures de recherche vers des financements d'équipements qui sont plus tournés vers la prise en charge clinique des patients et qui sont aussi plus décentralisés sur le territoire. Il y a eu notamment des plans maladies rares et plus récemment les plans cancer qui intègrent cette dimension de génomique. Et par exemple, depuis 2008, l'Institut national du cancer, l'INCa, finance la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de 28 plateformes de génétique moléculaire des tumeurs, qui sont donc associées à ces nouveaux développements de médicaments dont je viens de parler, et qui donc permettent à tous les patients qui sont susceptibles d'avoir accès à ces médicaments d'avoir accès aux tests génétiques qui sont requis pour ces médicaments. Et puis enfin, pour terminer, plus récemment, le gouvernement français, enfin l'ancien gouvernement, a validé un plan France Médecine Génomique 2025 qui
constitue un investissement important et dont l'objectif est de rendre possible le séquençage du génome dans un contexte de prise en charge clinique des patients. Ça, c'est donc une évolution notable. Et alors, précision importante, ce soutien au déploiement d'infrastructures n'est pas la seule ambition du plan, qui affiche très clairement l'ambition de faire émerger une filière industrielle française autour de ces technologies. Donc on voit bien que les enjeux scientifiques, médicaux, économiques sont totalement interpénétrés. Pourquoi j'insiste sur ces changements d'acteurs et ces changements d'objets c'est parce qu'évidemment tout ça bouscule les conditions à la fois d'usage et de régulation de la génétique par rapport à ce qu'elles étaient auparavant. Et je voulais insister sur 3 aspects. Le premier, c'est que donc cette nouvelle génomique déborde des cadres de régulation qui sont applicables. Je prendrai un exemple, celui de la génétique tumorale, dont je viens de parler, telle qu'elle est pratiquée sur les plateformes de génétique moléculaire de l'INCa, puisqu'avec 2 collègues, on a mené une enquête sur une de ces plateformes. Et donc, cette génétique tumorale est conduite sous la responsabilité de biologistes et sur des sites qui ne disposent pas nécessairement des agréments qui sont requis en génétique clinique. Par ailleurs, aucune information spécifique n'est dispensée aux patients qui ne signent pas de consentement particulier. Et la raison qui justifie cette différence, c'est la spécificité de cet ADN tumoral, qui est lui-même modifié par le processus de transformation en tumeur. Donc on dit que ce n'est pas l'ADN constitutionnel, c'est l'ADN tumoral, donc ce n'est pas la peine d'appliquer les régulations. Mais en pratique, cette distinction entre ADN constitutionnel, qui serait protégé, protégeable avec un exceptionnalisme, et ADN tumoral, qui ne serait qu'une information biologique vulgaire, n'est pas si évidente. Et par exemple, il est tout à fait standard qu'une biopsie de tumeur qui arrive sur une plateforme pour se faire analyser contienne en pratique moins de 30% des cellules qui sont les cellules vraiment tumorales, les 70% étant des cellules contenant de l'ADN qui n'est pas jugé suffisamment modifié pour être considéré comme de l'ADN tumoral. Et pourtant, ce sont les règles d'analyse de la génétique tumorale qui vont s'appliquer, c'est-à-dire très peu de régulation. Donc, pour dire que ces évolutions challengent d'une certaine façon les régulations qui sont en place. Le deuxième aspect, c'est que de nombreux professionnels qui sont aujourd'hui confrontés à la production, à l'analyse et à l'utilisation de l'information génétique n'ont pas reçu de formation particulière aux spécificités à la fois médicales, scientifiques et juridiques qui sont particulières à cette catégorie d'information biologique. Donc ça, c'est une situation qui va de pair avec le fait qu'ils n'ont pas non plus été socialisés dans le milieu de la génétique clinique, milieu assez particulier pour sa culture de la responsabilité et de la distance critique vis-à-vis de l'information génétique. C'est pour ça que j'ai insisté sur la dimension d'une génétique intégrée au plus près des pratiques cliniques et des familles. Parce que c'est aussi un milieu où la valeur prédictive de la génétique est toujours interprétée dans un contexte clinique particulier, dans un contexte familial particulier. Donc il y a cette culture d'un savoir, mais qui est toujours intégrée dans un contexte particulier, et cette culture-là, eh bien de fait, elle est de moins en moins présente. Et puis troisièmement, les échelles de temps pour produire ces analyses sont drastiquement condensées. Une analyse de génétique constitutionnelle dans le domaine du cancer, pour rechercher par exemple une mutation dans les gènes BRCA qui sont des gènes de susceptibilité au cancer du sein et de l'ovaire, eh bien, entre le moment où une personne a son rendez-vous au cours duquel on va lui parler potentiellement de faire un test, et le moment où le résultat est délivré, il peut y avoir plusieurs mois qui se sont écoulés. Alors, bien sûr, l'urgence clinique est généralement faible, puisque cette information doit avant tout permettre à la fois potentiellement de prédire un risque de survenue ou de récidive de la maladie, et ou d'organiser la prise en charge en conséquence des personnes. Mais ce temps, il permet aussi d'organiser une information, une réflexion qui va respecter le cheminement des patients par rapport à la spécificité de cette information. Quand un test génétique doit servir pour la prescription d'un médicament chez un patient qui est atteint d'un cancer métastatique, évidemment le résultat est attendu dans les meilleurs délais. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais dans ces contextes d'urgence, l'attention particulière à l'information génétique
est nécessairement mise à mal, et les tests sont beaucoup plus facilement réduits à leur stricte dimension technique. Donc c'est pas pour dire que c'est mauvais, mais c'est pour insister sur ce changement qui contribue à changer la façon dont la génétique est utilisée et diffusée. Alors ces modalités d'usage de la génétique ne sont pas les seules à être, et ces régulations ne sont pas les seules à être bousculées, puisque je voulais insister aussi sur l'importance qu'ont ces évolutions sur les conditions de production des savoirs dans ces domaines. Donc détachés de leur ancrage au plus près des pratiques cliniques et des analyses familiales, les savoirs produits autour de l'ADN sont de fait plus aptes à circuler, et ils circulent beaucoup plus entre les acteurs. J'ai insisté sur la diversité de ces acteurs. Ils sont à la fois plus nombreux, plus variés et aussi plus disséminés géographiquement. Et les bases de données à cet égard sont très importantes. Donc ces savoirs circulent, nourrissent et irriguent des travaux de recherche et des innovations à une rapidité toujours plus importante. Mais cette autonomisation des savoirs par rapport à leur contexte d'utilisation et de production, n'est pas sans prix, puisque ça va évidemment de pair avec un renforcement de l'idée selon laquelle l'hérédité se résumerait à une composante génétique autonome qui pourrait être caractérisée sans avoir à tenir compte des environnements physiques, sociaux et culturels des personnes concernées. Ça exacerbe cette tendance qui est assez forte. Et puis par ailleurs, la montée en puissance d'acteurs industriels privés ou publics, d'acteurs industriels qu'ils soient publics ou privés, ne manque pas de renforcer les enjeux économiques qui sont associés à ces savoirs et aux marchés qu'ils ouvrent. Cette pression grandissante des marchés a en effet un impact sur le temps qui est pris pour évaluer les résultats scientifiques produits et pour les soumettre à la critique des communautés scientifiques dont on vient de parler. Donc voilà, un temps plus court. Est-ce qu'on fait de la aussi bonne science avec autant de jeux critiques quand le temps est condensé par la pression économique? Ça, c'est une question qui est majeure dans ces domaines. Et puis d'autre part, les enjeux, et notamment les enjeux de propriété intellectuelle par l'entremise des brevets, sont importants à garder en tête. C'est-à-dire que le risque que les marchés, plus que les communautés scientifiques, avec leurs règles propres, soient des évaluateurs directs de la recherche, devient de plus en plus fort. Les projets qui attirent le plus de financement et de reconnaissance ne sont plus nécessairement les plus solides scientifiquement, mais ceux qui sont susceptibles de servir au mieux certains intérêts capitalistiques en présence. Et là, on peut tout à fait reboucler sur la discussion qu'on a eue à propos des publications scientifiques. Quels sont les enjeux économiques qu'il y a derrière ces publications économiques, soit directement, soit indirectement, quels marchés ils sont amenés à servir. Donc ces enjeux-là, je crois qu'ils sont vraiment de plus en plus prégnants dans ce domaine. Alors dans ce contexte, la responsabilité des chercheurs et des institutions de recherche, évidemment, est interpellée. Et pour reprendre ce qui a été bien développé par Stéphanie, s'en tenir à la promotion de la seule liberté de la recherche pour garantir que les savoirs produits seront automatiquement utiles et bénéfiques au plus grand nombre est une position particulièrement compliquée quand on voit tous les intérêts variés et potentiellement contradictoires qui pullulent autour d'un savoir. La génétique, qui quand même, il ne faudrait pas l'oublier, c'est un savoir qui travaille des questions sociales importantes. Qu'il s'agisse aussi bien de santé, alors j'ai parlé que de santé aujourd'hui, mais pour rester en génétique humaine, il y a énormément d'enjeux autour des identités, de la généalogie, la génétique mobilisée dans des contextes assez variés. Dans tous ces contextes, la génétique informe, mais affecte aussi les rapports entre données biologiques et effets sociaux et environnementaux. Ces rapports sont eux-mêmes au cœur des tensions permanente en ce moment entre responsabilité individuelle et forme de solidarité collective. Donc c'est pour ça que je pense que cette question de la responsabilité, elle est valable dans beaucoup de domaines scientifiques, mais quand on voit l'impact social qui dépasse largement le contexte médical de la génétique, cette question de la responsabilité, elle se pose de façon encore plus accrue. Alors, il est évident aujourd'hui que les recherches biomédicales jouissent d'un capital de confiance très fort dans la société. Par contraste avec d'autres domaines de recherche. Je ne ferai pas la liste, mais on a tous en tête des domaines qui font beaucoup plus objet de défiance que le domaine biomédical. Et pour autant, cette confiance, comme toute confiance, repose sur un écheveau complexe
ou dans le cadre biomédical s'entremêlent certainement un respect pour les soignants et la qualité des soins qui sont dispensés dans les environnements les plus quotidiens, mais aussi l'espoir qui est mis dans les progrès de la recherche pour améliorer les traitements, la prise en charge et bien évidemment la prévention des maladies. Mais les scandales à répétition autour de médicaments ou les rejets grandissants des campagnes de vaccination viennent nous rappeler que même dans ce domaine, la confiance n'est jamais inconditionnelle ou éternelle, et qu'elle se construit, elle se régénère par des actes concrets, répétés, et qu'une fois qu'on a perdu la confiance, restaurer cette confiance est toujours une tâche des plus ardues. Alors, quelles sont les voies de la responsabilité individuelle et institutionnelle? Eh bien, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'elles sont étroites et escarpées. Et que je n'ai pas la prétention ici d'apporter des solutions. Je voulais juste, pour finir, insister sur deux dimensions qui sont assez liées et qui me paraissent importantes. La première a été évoquée dans la discussion tout à l'heure. L'ampleur des développements de cette nouvelle génomique repose largement sur une pratique très répandue de la promesse. Ces promesses mettent en mouvement des investissements, elles dynamisent un marché, des marchés, elles sous-tendent également des choix politiques dont les conséquences dépassent largement la seule génomique. Dans le domaine du soin, un hôpital de renom que je ne citerai pas organisait récemment la suppression de dizaines de postes majoritairement liés aux soins, alors même qu'étaient installées en son sein de nouvelles plateformes de génomique extrêmement coûteuses. Alors ce type de concomitance est toujours un peu le fruit du hasard, mais elle ne manque toutefois pas d'interpeller les scientifiques sur leur positionnement par rapport aux promesses qu'ils participent à construire. Faut-il, au nom d'un progrès futur qui découlerait mécaniquement de l'accumulation des savoirs, participer à la production de ces promesses ? Ou ne faut-il pas plutôt résister activement, mais là pour le coup il faut être actif, à la tentation d'alimenter le moulin aux promesses, en cultivant le souci de rester toujours au plus près des inconnus qui sont sans cesse renouvelés, quant aux effets réels et aux bénéfices qui peuvent être escomptés de ces technologies. Évidemment, l'avenir est ouvert, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais enfin, il est quand même pas rare que de solides arguments soient d'ores et déjà disponibles pour pondérer les enthousiasmes. Et puis, cette résistance va de pair, c'est mon second point, avec l'importance de construire des conditions pour permettre une meilleure réflexivité sur nos pratiques de recherche et sur les effets sociaux de ces pratiques de recherche. Les échanges interdisciplinaires entre biologie, médecine et sciences sociales, alors là on a eu de la philosophie, mais je pense que aussi bien l'histoire, la sociologie que l'anthropologie sont importantes. Et de façon plus large, on l'a évoqué également, les interactions avec les acteurs concernés et tous les acteurs de la recherche biomédicale, et en particulier les patients, sont importants. Échanges qui ne sauraient être féconds que s'ils sont menés sur un temps suffisamment long, pour permettre encore une fois d'instituer confiance et reconnaissance. On a parlé de la difficulté à construire des normes, à articuler des normes entre les différentes cultures, et bien évidemment ça prend du temps, y compris en interne de communautés scientifiques dès lors qu'on est dans des disciplines différentes. Mais moi il me semble que cette réflexivité donc, a une valeur, cette interdisciplinarité, cette ouverture a une valeur en soi, pour ce qu'elle va permettre de construire dans l'interdisciplinarité, dans l'ouverture, mais il y a aussi une ambition qui me semble tout à fait possible de faire évoluer graduellement nos pratiques scientifiques disciplinaires, avec un retour sur les disciplines. Et dans le cas de la génomique, par exemple, il me semble qu'il devient vraiment important aujourd'hui de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour modérer les tendances fortes à étudier les effets génétiques dans des situations un peu hors sol, un peu purifiées, qui sont loin des familles, loin de la matérialité de la clinique et de ces questions, pour en quelque sorte travailler à resocialiser la génétique, à réinscrire les recherches dans des contextes plus proches des situations d'environnement physique, socio et culturel. Les généticiens parlent souvent d'étudier des interactions gènes-environnement, mais tout ça se fait dans des contextes de laboratoire assez loin des réalités cliniques, et ça pose un véritable problème. Alors, refuser de céder aux sirènes des promesses, accepter de se faire questionner par d'autres formes de savoir et de pratique, évidemment, c'est risquer de s'affaiblir. Mais dans un monde aussi complexe, incertain et imprévisible que le nôtre, l'humilité, la transparence et la coopération sont certainement des valeurs à cultiver en général,
et dans le champ des sciences biomédicales en particulier. Il me semble que l'enjeu est de taille, puisqu'il s'agit pas moins que de construire des conditions pour renouveler la confiance dont les chercheurs et les institutions de recherche sont investis par les citoyens pour penser et développer des savoirs et des technologies qui ont des effets à la fois sur le quotidien mais aussi sur les futurs possibles qu'on peut imaginer qui sont quand même énormes. Voilà. Donc, merci Catherine pour ce portrait de la génomique actuelle qui montre comment de nouveaux acteurs prennent part pleinement à l'évolution et à la pratique de la recherche aujourd'hui, et comment de nouveaux objets, on n'a pas parlé non plus des biobanques, des bases de données, etc., mais qui sont liés, posent des questions nouvelles qui sont toujours à l'intersection entre les industries, entre l'État, la société et la recherche. Alors, un point important, je pense, un petit peu nouveau par rapport à ce qu'on a vu, c'est les questions de temporalité de la recherche. Donc vous avez souligné que en fait, cette évolution de la génétique, finalement, s'est faite dans un temps très court, avec un sentiment d'accélération extrêmement fort et des tensions entre des enjeux de court terme qui sont de plus en plus prégnants dans les pratiques de la recherche et des conséquences à long terme qui sont non moins importantes. La deuxième chose, je pense, c'est qu'on a bien vu comment se structurer des conflits de valeurs. Conflits de valeurs qui, en tant que tels, ne posent pas forcément de problème intrinsèque, mais dont il faut être conscient. Un conflit de valeurs parce qu'effectivement, entre les valeurs des industriels qui ont leur légitimité, les valeurs de la démocratie et les valeurs de la clinique et de la recherche, l'harmonie n'est pas préétablie et il s'agit effectivement d'en discuter et de faire des choix et de poser des options fortes. Et ce que vous avez bien montré, c'est comment est-ce que la recherche devait défendre des valeurs à la fois épistémiques et contextuelles. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce contexte particulier de la médecine qui a des implications de soins sur les personnes non négligeables. Alors je propose aussi d'avoir un temps de questions et de discussion. Bonjour, Florent Pierrot, doctorant en économie et passionné également par toutes les problématiques de santé publique. Je pense que l'IRSN, notamment en France, qui mène des recherches sur l'interaction, sur les effets de la radioactivité, par exemple, néglige totalement ces effets, en particulier ceux des particules alpha, sur le génome humain, sur la méiose, sur le système nerveux, l'effet cancérigène, etc. Parce que la France utilise des armes à uranium appauvri, par exemple, dans les principaux conflits. Donc il s'agit de ne pas donner aux soldats qui en sont victimes des moyens ensuite de se défendre devant les tribunaux pour justifier de leur maladie, ce qui conduit, c'est un des facteurs essentiels, ainsi que le fait que l'explosion des bombes atomiques diffuse aussi énormément beaucoup d'émetteurs alpha dans l'environnement, c'est peu connu, mais la majorité de l'uranium, du plutonium ne fissionne pas, donc il est aussi diffusé dans l'environnement. Ceci conduit les autorités à tout faire pour enterrer ce phénomène, alors qu'il y a un fonds de recherche absolument incroyable. L'utilisation des armes à uranium appauvri dans des villes comme Fallujah en Irak et Bassora a créé une explosion des maladies de tout type. Ça va des cancers aux myopathies en passant par la trisomie 21. Il y a un fonds de recherche absolument incroyable qui est totalement négligé. Et on constate vraiment une corrélation, même pour des doses plus faibles de radioactivité. Merci de cette remarque. En fait, historiquement, la génomique, la génétique, devrais-je dire, s'est énormément développée après les 2 bombes atomiques lancées par les Américains à la fin de la guerre. Et cette question qui a beaucoup hanté, c'est quels sont les effets. Alors, c'était pas exactement la question telle que vous la formulez, mais c'était quels étaient les effets potentiellement sur les générations successives d'avoir été exposées pour les populations aux irradiations de la bombe. Donc, la question de savoir quels étaient les effets sur l'hérédité biologique du nucléaire, c'est une question qui est fondatrice de tous les financements, parce que la génétique s'est développée parce que ça fait des années et des années qu'il y a des gros financements, notamment aux États-Unis, et qui étaient des financements des ministères de la Défense, du ministère de l'Énergie.
Donc cette question de génétique et nucléaire, elle est vraiment très très proche. Alors en France, j'ai eu la bonne surprise d'apprendre récemment que le gouvernement français allait financer un projet pour étudier les effets à Mururoa sur les effets génétiques des essais nucléaires. Il y a quelques années, avec des collègues, on avait essayé de monter un projet comme ça qui proposait déjà de faire ce genre de travaux. On n'avait pas reçu de financement. Alors peut-être que notre projet était mal goupillé, je veux pas faire de procès d'intention un peu facile, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette question est sensible. Enfin, elle est à la fois historiquement importante pour la génétique. Donc bien sûr que c'est important et que la génétique est une des façons d'y répondre. Après, la façon dont les gouvernements se positionnent dépend aussi des logiques. Et donc effectivement, voilà. Merci la logique militaire et politique. Merci beaucoup, Emmanuelle Dalsevag, directrice de recherche à l'INSERM à Toulouse. Tu as parlé de responsabilité, tu n'as pas employé le terme de communication, et je me suis posé une question en écoutant cette présentation, c'était finalement qui allait un peu dans le sens de ce que vous disiez, mais sans focaliser peut-être sur un exemple donné, qui était le rôle des pouvoirs publics et la responsabilité des pouvoirs publics dans le développement de cet espoir. Donc il y a la responsabilité des chercheurs, tu l'as bien expliqué, ou la responsabilité des professionnels de santé, de ne pas diffuser de connaissances qui ne soient peut-être pas complètement validées. Il y a probablement aussi une responsabilité plus collective au niveau des États qui doit être recherchée. Il me semble que, par exemple, le fait d'avoir laissé se développer, sans avoir de moyens juridiques pour les en empêcher, les offres, par exemple, de tests génétiques sur Internet, la possibilité donc d'aller rechercher des informations sur son génome via des tests qui sont offerts, moyennant une monnaie sonnante et trébuchante, bien évidemment, directement sur Internet, on voit bien que c'est un phénomène qu'on n'a pas réussi du tout, en fait, à prendre en charge. On n'a pas réussi à limiter l'utilisation de ces tests parce que chaque État régule et reste dans son coin au niveau de ses législations. Mais si on reste même à l'échelle d'un État, est-ce qu'il n'y a pas quand même une responsabilité des autorités, et des pouvoirs publics en particulier, d'avertir le public, de faire cette communication vers le grand public qui n'est pas forcément du ressort en fait, des professionnels de santé? Moi, ma première réaction au début de ton intervention, c'était que je pensais à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ça fait partie normalement des instances de la démocratie scientifique et technique. C'est un office qui dépend à la fois du Parlement et du Sénat et qui est censé avoir à traiter des questions scientifiques et techniques pour préparer les travaux des parlements. Mais bon. Et donc moi, j'avais été conviée à une des auditions qu'ils avaient fait en amont d'un rapport sur la médecine personnalisée, donc ces fameux usages de la génomique. Et franchement, j'avais quand même été très surprise du comportement de beaucoup des collègues qui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'avaient pas fait montre de beaucoup d'esprit critique par rapport aux promesses de la génomique autour de cette table. Alors évidemment, ça se retrouve dans le rapport. Et donc évidemment, c'est pas étonnant ensuite qu'il y ait des rapports publiés, des investissements qui peuvent être faits aussi plus facilement. C'est pas du tout pour dire que toute la responsabilité est sur l'épaule des collègues et des professionnels, mais quand même, c'est pour ça que j'ai insisté sur cette question des promesses, que je pense que tout ça, ça se mord la queue quand même. À un moment donné, les politiques, ils prennent quand même des décisions parce qu'ils sont rassurés par des avis de professionnels. Ça, c'est un premier aspect. Bon. Après, c'est encore autre chose de réfléchir à la façon dont les pouvoirs publics peuvent agir sur la communication, la diffusion, parce qu'encore une fois, je l'ai dit, la génétique, c'est quelque chose qui diffuse énormément. Étant donné le nombre d'acteurs qui sont concernés, il y a plein de gens qui ont intérêt à diffuser la génétique. Et donc, ces tests de génétique en ligne, bien sûr que c'est avec des intérêts particuliers qui poussent leurs intérêts et qui sont en plus bien financés, qui ont de quoi faire leur communication, qui sont... voilà, et qui savent aussi habilement répondre à des questionnements, à reformuler en termes génétiques, encore une fois, décontextualiser l'environnement, etc. Des questions que les gens se posent sur leur identité, sur ce qu'ils vont être malades, comment seront leurs enfants, etc. C'est des questions qui travaillent beaucoup de monde. Donc, face à ça, que peuvent faire les pouvoirs publics? Évidemment, il faut prendre des positions, mais je trouve, moi, que cette tendance à la promesse forte est un petit peu contradictoire. C'est-à-dire, c'est difficile de dire attention, on ne peut pas tout espérer de la génétique, et puis par ailleurs,
de faire des rapports dans lesquels on va lire que les promesses de la génomique vont nous ouvrir une santé meilleure. Encore une fois, tout est dans la nuance, hein, c'est pas... Je suis d'accord que le propos est peut-être pas mesuré quand on lit les rapports de l'OPEST. En revanche, on pourrait attendre d'autres structures, je ne les nommerai pas ici, mais on peut attendre d'autres structures existantes et qui sont d'ailleurs en charge sur le plan purement juridique de faire cette information, qu'elles la fassent et qu'elles les fassent correctement. Donc je pense que quand même il y a une carence malgré tout, je crois, qui permettrait en tout cas de donner des clés aux citoyens et de leur permettre de se positionner. Je ne dis pas qu'il faut que ça soit une parole imposée, mais de donner d'autres clés. Parce qu'on n'est pas très nombreux non plus à avoir le discours qui n'est pas celui de l'anti-promesse. Bonjour, Olivier Garot, je suis professeur à l'Université de Saint-Étienne, médecin. J'avais un commentaire question en fait. J'étais il y a quelques jours à Londres sur une réunion d'éditeurs de revues scientifiques et s'est posé un problème nouveau pour les éditeurs en particulier de revues de génomique. C'est celle que toute recherche soumise actuellement est par définition originale et ne peut être comparée à rien d'autre puisque chaque segment de gène en fait est pratiquement unique dans la façon dont il a été abordé, ce qui pose le problème de l'expertise de ces papiers, dont je ne sais pas s'il faut les accepter ou pas dans la mesure où on n'a pas de comparateur, et pour lesquels il est en train de se développer quelque chose et c'est là où j'aimerais votre réponse, que moi je trouve assez inquiétant, qu'il est vraiment fortement question d'inciter prochainement les chercheurs à déposer leurs sources, c'est-à-dire toute leur base de données biostatistiques, bioinformatiques, dans des repositories, voilà. Et actuellement, ça commence à exister. Sauf que, bien évidemment, ce sont des bases de conservation privées. Sans compter l'impact écologique sur la conservation des données gigantesques et la chaleur que ça dégage, évidemment. Mais ça, c'est un autre sujet. Sauf que ça voilà, là, on revient sur un pouvoir qui va être donné à des gens dont on ne connaît absolument pas l'usage qu'ils vont en faire, qui vont pouvoir avoir des données par milliards d'informations sur les gènes de tout un chacun. Alors même si nous on prend tous les consentements, etc., ensuite, une fois que c'est des sans compter qu'on ne pourra pas analyser derrière, j'en sais rien. Comment vous réagissez en tant que généticienne, et probablement concernée par ce type d'évolution qui est en train d'arriver C'est compliqué, vous l'avez bien résumé, hein, les enjeux, c'est à la fois l'équilibre entre continuer à poursuivre des savoirs scientifiques dans lesquels on peut continuer d'avoir confiance, puisqu'on peut aller les vérifier, alors c'est difficile de construire cette confiance, et en même temps, respect de tous les autres enjeux, aussi bien la confidentialité des données, puisqu'il y a aussi la question qui va se poser là-dessus, et puis appropriation des données, donc l'utilisation. Donc je pense que la réponse, elle est forcément multiforme, c'est-à-dire qu'à la fois ça va des enjeux autour de ces bases de données, effectivement, la question de la propriété des bases de données, de qui sont les curateurs de ces bases, qui sont les responsables de ces bases, qu'on les appelle bases ou repositories ou autre chose, hein. À chaque fois il s'agit quand même de mettre des données ensemble. Donc ça c'est vraiment un enjeu important qui doit faire, doit faire l'objet de réflexions particulières, y compris d'études précises sur comment ça se passe, parce que souvent le diable se lit dans les détails avec ce genre de trucs. Et puis l'autre question qui va de pair, hein, ça reboucle un peu sur mon questionnement à la fin sur la réflexivité des pratiques, c'est-à-dire comment en fait on arrive là, comment ça se fait que la science qu'on produit aujourd'hui, on arrive à ne plus pouvoir se vérifier autrement qu'en ayant tous ces side effects dont vous venez de parler. Et ça c'est quand même une question qu'il faut d'une façon ou d'une autre, qui est peut-être un petit peu plus en amont, mais qu'il faut aussi traiter, parce que si on traite que une fois que c'est en place, effectivement, on a l'impression qu'il n'y a aucune bonne solution, parce que bien sûr, on va pouvoir peut-être mettre des bases publiques, mais est-ce que ça suffira? Est-ce qu'il n'y aura pas toujours Et donc là, c'est vrai que cette question-là, j'ai pas forcément de réponse, mais en tout cas, je pense qu'il faut aussi qu'on s'interroge sur comment on en arrive là.
Mais je pense que c'est important de voir que là, ça soulève aussi des questions d'intégrité scientifique. C'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu, c'est la reproductibilité aussi, éventuellement, des analyses. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'expériences qui... Enfin, d'ailleurs, la plupart des gens ne reproduisent pas les expériences. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que quand on veut vérifier la véracité d'une interprétation, il faut pouvoir reproduire les expériences. Et c'est ce que vous disiez, c'est sur des cas, des échantillons très singuliers, il n'y a pas d'autre manière que d'utiliser les mêmes bases de données. Donc en fait, c'est vraiment une question épistémologique aussi et qui touche des enjeux d'intégrité et d'éthique. Et on voit que tout est lié et que voilà, c'est aux scientifiques d'essayer d'assumer ça. C'est une question qui vient des journaux, parce qu'eux-mêmes sont démunis face à ça. Le reviewing, enfin, on peut se demander quel est le sens du reviewing quand on ne peut pas maîtriser les données de l'expérience. Sur ce sujet-là, sans compter qu'il faut être précis et pas raconter n'importe quoi aux gens, il est important de savoir ce qu'on stocke. Parce que si on stocke des données brutes de séquençage, que pourra-t-on en faire dans 10 ans, où les techniques auront complètement évolué et où probablement elles ne pourront pas être analysées de la même manière. Donc déjà, quel est le sens et que stocke-t-on et que dit-on aux gens? Donc c'est extrêmement important. Par ailleurs, pour revenir aux données des promesses et effectivement de l'organisation de tout ça à tous les niveaux, là encore, je vais revenir sur l'histoire de la médecine régénérative et tout ce qui s'est passé au début des années 2000, où effectivement on fait croire aux gens qu'on va traiter tout avec les cellules souches, en sachant que quand on parle de cellules souches, on ne sait pas desquelles on parle. Donc effectivement, c'est construit dans la tête de tout le monde, mais y compris des scientifiques et des médecins et des politiques, cette espèce de langage et de mythe de la médecine régénérative qui perdure, alors que je suis désolée, il y a une discipline qui s'appelle la thérapie cellulaire. La médecine régénérative, je suis désolée, ça n'existe pas, mais on continue à en parler, y compris des gens ayant franchement pignon sur rue, ce qui construit dans la tête des gens des promesses qui n'existent pas. Quand on répare un organe et qu'on reconstitue une fonction, on est déjà très content. On ne régénère pas, c'est pas la queue du lézard. Mais oui, mais ça c'est extrêmement important, parce que on laisse croire des choses qui sont fausses, et il est en train de se passer pour la génomique ce qui s'est passé pour la médecine régénérative. Et par ailleurs, je crois encore une fois que le langage est très important pour la constitution des représentations et pour les effets de mode. Et moi, la façon dont tout le monde, y compris les politiques, utilise le terme ADN aujourd'hui pour dire c'est dans l'ADN de la mairie du 19e, ça me paraît extrêmement grave.